Merci, bonjour à tous. Euh, le dispositif Résume fait partie de tout un éventail de traitements apparus ces 10 à 20 dernières années, ce qui a permis d'offrir toute une panoplie de nouveaux traitements pour nos patients souffrant de troubles mictionnels du bas appareil urinaire. On va se focaliser donc sur le Résume et sur notamment sur les aspects techniques et également sur les résultats à travers les données de la littérature. Alors, le Résume, c'est un traitement qui est un traitement ablatif du tissu prostatique par vapeur d'eau. Ce système a eu le marquage CE en 2013 et il est commercialisé en France depuis 2016. Alors, le principe, c'est de l'eau chauffée à 100 degrés par radiofréquence et injectée dans la prostate par voie endoscopique. Et la chaleur qui va se dégager dans le tissu prostatique va entraîner une nécrose immédiate et retardée de la zone prostatique traitée. Alors, l'AUA considère le système Résume comme une option thérapeutique valable pour le traitement des patients qui souffrent de troubles mictionnels en rapport avec une hypertrophie bénigne de la prostate pour des volumes compris entre 30 et 80 cc avec un grade de recommandation C. En Europe et plus particulièrement en France, on n'a pas pour l'instant de véritable positionnement par rapport à la technique, du fait de l'absence d'essais randomisés contrôlés versus les techniques de référence que l'on utilise actuellement. Cela étant, l'HAS a émis récemment un avis favorable pour le référencement du dispositif avec un remboursement à venir de la pièce à main et une rémunération également de l'acte pour les chirurgiens. Alors, il faut savoir qu'il faut réserver, selon les recommandations de la HAS, la technique aux patients qui souffrent de troubles mictionnels en rapport avec une prostate dont le volume doit être compris entre 30 et 60 cc, en seconde intention, après échec du traitement médicamenteux, en cas d'intolérance ou en cas d'inefficacité. Entre 30 et 80 cc. Quoi, j'ai dit. Pardon, 80 cc, oui. C'est bien. Un lapsus. Alors, il y a maintenant un acte CCAM qui est dédié à la technique. C'est un code par assimilation. C'est le code JGNE003. C'est celui qui correspond à l'ancienne radiofréquence qu'on utilisait il y a quelques années, même s'il n'y a pas, pour le Résume, et vous allez le voir, de guidage échographique pour réaliser le traitement. Voilà, exactement. Alors, pour en venir au dispositif à proprement parler, donc il y a deux éléments, vous connaissez déjà un petit peu le dispositif, mais on va faire des rappels à ce sujet. Il comprend donc deux éléments, un générateur qui est portatif, branché sur secteur, qui permet d'une part de guider les branchements, il y a des branchements à faire, et qui permet également de suivre le traitement en temps réel. Et le deuxième élément, c'est la pièce à main qu'on voit sur le côté gauche et qui est reliée au générateur par un câble électrique et des tubulures et qui va transformer l'eau en vapeur et l'injecter dans la prostate au moyen d'une aiguille. Alors, pour faire l'intervention, on n'a pas besoin de beaucoup de matériel supplémentaire. Je vous ai mis en photo de gauche ce dont on a besoin en plus, c'est-à-dire un peu de gel, un optique, soit de la marque Stor, soit de la marque Wolf, peu importe, de 30 degrés, c'est ça qui est important, un optique 30 degrés, un câble de lumière et une sonde urinaire. Donc l'optique est introduit dans la pièce à main, et la pièce à main comprend une poignée. Dans cette poignée, il y a plusieurs gâchettes. Alors, il y a une gâchette qui va être utilisée pour l'irrigation. Le traitement doit se faire sous irrigation. Une deuxième gâchette qui va permettre de déployer l'aiguille dans le tissu prostatique au niveau de la zone que l'on souhaite traiter.
et puis une troisième gâchette qui va permettre l'injection donc de la vapeur d'eau. Et il y a un petit bouton pour justement comment dirais-je, rétracter l'aiguille une fois qu'on a fini l'injection. Alors, le système est donc assez ergonomique, facile à préparer. À chaque étape, le générateur valide par une coche verte les différents branchements, le câble électrique, l'eau et le sérum physiologique. Et une fois que le branchement est fait, la première étape qu'il faut faire, c'est réaliser ce qu'on appelle un amorçage du système, qui consiste à réaliser une sorte de traitement à vide sur table. Une fois qu'on a réalisé cet amorçage, on peut démarrer le traitement à proprement parler, qui consiste alors à introduire la pièce à main dans l'urètre et comment dirais-je, et aller au contact de l'urètre prostatique de manière à choisir la zone que l'on veut traiter, déployer l'aiguille et injecter la vapeur d'eau. Le traitement, chaque injection, il faut savoir que chaque injection dure 9 secondes, ce qui est extrêmement court, ce qui en fait un traitement extrêmement court. Alors j'y viens. Donc au total, un traitement peut durer 5 minutes. Hein. Alors j'y viens. Donc du fait du caractère endoscopique du traitement, du fait du caractère extrêmement court et de son côté mini-invasif, le traitement peut être fait bien sûr sous anesthésie générale ou sous rachianesthésie, mais également peut être réalisé sous analgosédation. Il y a même des équipes qui ont fait des traitements sous blocage nerveux périprostatique et une équipe a décrit également une anesthésie par injection d'anesthésion intraprostatique avec un cathéter spécial. Quoi qu'il en soit, il faut respecter le fait que, quelle que soit l'anesthésie qu'on va réaliser, qu'il faut réaliser le geste en ambulatoire, selon les recommandations de l'HAS, qu'on doit réaliser le geste en ambulatoire, qu'il faut qu'il soit réalisé dans une salle d'endoscopie interventionnelle, par un urologue évidemment entraîné, en présence d'un anesthésiste ou bien d'une infirmière une IAD, et avec l'aide d'une infirmière de salle spécialisée en urologie ou une IBOD. Alors, combien faut-il faire d'injections par traitement? Là, la question peut se poser. Il y a plusieurs études qui ont essayé d'évaluer le nombre d'injections qu'il faudrait réaliser pour avoir un traitement le plus efficace. De ces publications ressortent, à mon sens, 3 informations intéressantes. Première information intéressante, c'est qu'il n'y a pas de lien entre la réduction du volume de la prostate et le nombre d'injections qu'on va réaliser. Ce n'est pas parce qu'on fait plus d'injections qu'on va avoir un volume prostatique traité plus important. En tout cas, une réduction du volume plus important. C'est la première information. Deuxième information intéressante, il n'y a pas de lien direct entre le nombre d'injections et les résultats fonctionnels. Ce n'est pas parce qu'on va faire plus d'injections qu'on va avoir un meilleur résultat fonctionnel. Et troisième information, c'est qu'à partir d'un certain nombre d'injections, 3, 4, plus, on augmente le risque d'effets secondaires indésirables type saignement, type infection urinaire. Concrètement, cela se traduit par cela se traduit par un nombre d'injections requis qui varie entre 2 et 6 injections par traitement pour des prostates bien sûr inférieures à 80 cc, sachant que le dispositif permet 15 injections. Le nombre d'injections va dépendre d'une part, bien sûr, du volume de la prostate, mais également de la morphologie de la prostate. Il y a des prostates plus longues que d'autres. Ça va dépendre de la présence d'un lobe médian ou pas. Le traitement des lobes latéraux se fait classiquement à 9 heures pour le lobe gauche et à 15 heures pour le lobe droit, et à 15 heures pour le lobe gauche et à 45 degrés pour le lobe médian s'il est présent. Ce qu'il faut respecter, ce sont les limites de sécurité qui sont de 1 cm en aval du col, de 1 cm en amont du verrus montanum, et de bien respecter une distance de 1 cm entre chaque traitement. Enfin,
il faut traiter un lobe après l'autre parce que il ne faut pas perdre les repères. Si on traite un lobe, puis le second, puis ensuite on revient sur le lobe droit, puis on repart sur le lobe gauche, on va perdre les repères. Donc traitement d'un lobe complet, puis ensuite du second lobe. Alors, la vapeur, ben, c'est de la chaleur, ça va entraîner une nécrose immédiate du tissu prostatique, de l'édème, et donc il va y avoir un risque non négligeable de rétention urinaire post-opératoire. C'est pourquoi, pour cette indication spécifique de traitement, il faut mettre une sonde urinaire en post-opératoire. La durée de sondage, elle est variable. Elle va de 3 à 10 jours, elle est de 5 jours en moyenne dans la littérature. Personnellement, je fais garder la sonde une semaine à mes patients. Autre information importante qu'il faut savoir et donner aux patients, c'est qu'il y a, malgré le sondage, il y a un risque de rétention urinaire au désondage qui varie selon les publications entre 3-4% et 12%. Et ce risque, il est majoré si on traite des patients qui ont une rétention urinaire préopératoire supérieure à 200 cc sur les mesures du résidu postmictionnel. Ce qui pose la question de l'intérêt du cathéter suspubien dans cette technique qui permettrait peut-être, c'est une question que je pose, de mieux contrôler la reprise d'émission chez ces patients. Alors, comment agit cette chaleur, la vapeur d'eau sur le tissu prostatique? On a les résultats d'une publication qui a étudié l'IRM réalisé en post-opératoire immédiate après résume et à une semaine, à 1 mois, 3 mois et 6 mois. Et 2 informations ressortent de cette publication. La première, c'est qu'il y a une nécrose du tissu prostatique périurétral, liée bien sûr à la chaleur, que cette nécrose va progressivement se résorber au fil du temps pour quasiment disparaître entre 3 et 6 mois après l'intervention. De cette nécrose va découler la deuxième information, c'est une réduction du volume prostatique total et d'une réduction du volume prostatique périurétral d'environ 30% par rapport au volume préopératoire. Quel est l'impact de cette réduction du volume prostatique sur le profil urodynamique des patients? Eh bien, il faut se baser sur cette seule étude que j'ai trouvée, qui est une étude rétrospective sur 17 patients, chez qui a été réalisé un examen urodynamique avant le résume et à 3 mois du résume. Et dans cette étude rétrospective, ce qui ressort, c'est une amélioration significative à 3 mois de l'index d'obstruction sous-vésicale et une amélioration du grade de Schaeffer, qui sont des indices d'obstacle sous-vésical, qui va se traduire sur le plan clinique par, bien sûr, une amélioration du score IPSS, mais surtout une amélioration, somme toute modérée, mais quand même significative, du débit maximum, qui gagne 5 points en moyenne, et une réduction du résidu, de la rétention chronique du résidu postmictionnel de l'ordre de 100 cc. Il y a bien une désobstruction mécanique sur le plan, mécanique liée au traitement. Quelle traduction sur le plan clinique? Eh bien, il faut se baser, là encore, sur la seule étude randomisée versus placebo, avec crossover, qui rapporte un IPSS nadir obtenu à 3 mois du traitement et qui se maintient au fil du temps au cours de la première année. De la même manière, le Qmax est à son maximum à 3 mois du traitement et semble se maintenir également au cours de la première année. Ce qui est intéressant aussi, c'est le diagramme qui est sous les 2 courbes, qui correspond au pourcentage de patients dont le score IPSS va être réduit de 8 points. Il faut savoir, vous le savez peut-être, qu'il faut une réduction du score d'IPSS de 8 points pour que les patients ressentent une amélioration significative de leur confort mictionnel après un traitement. Eh bien, après résume, dans l'étude randomisée versus placebo, ce taux est de 74% à 3 mois après résume et semble se maintenir dans le temps au cours de la première année.
On a maintenant les données de l'essai à 5 ans qui montrent une stabilité des paramètres mictionnels, IPSS, col IPSS et Qmax, avec à 5 ans une amélioration d'environ 40 à 50% de tous les paramètres par rapport à la baseline. Autre point intéressant, c'est les échecs. Bien sûr, il faut en parler. Toujours les données données par l'essai randomisé, eh bien, on voit que progressivement, avec le temps, apparaissent des échecs. Et le taux de retraitement atteint environ, dans cette étude, dans cet essai, atteint environ 15% à 5 ans. Dans 2 tiers des cas, les patients ont repris un traitement médicamenteux. Et dans 1 tiers des cas, un retraitement chirurgical a été réalisé. Je ne pourrais pas vous dire quel type de traitement chirurgical. Mais il faut quand même prendre ces données, cette diapo et la précédente, avec quand même précaution, parce qu'il y a un taux d'attrition assez important, à savoir que pas mal de patients, au fil du temps bien sûr, ont été perdus de vue ou sont sortis de l'étude, et les statistiques ne tiennent compte que des patients qui ne sont pas sortis de l'étude. Alors, donc on a les données de l'essai randomisé. Quelles sont les données, quels sont les résultats en vie réelle, hein, dans une situation classique hors essai? Eh bien, on a une étude intéressante qui est apparue récemment dans Européenne, qui est une étude prospective bicentrique sur 480, donc une bonne cohorte de 495 patients traités avec un suivi médian de 16 mois. Dans cette étude, le taux de retraitement chirurgical est de 4,6%, ce qui correspond à peu près à ce qui a été montré dans l'essai randomisé. Ce qui est intéressant de souligner dans cette étude, c'est qu'il semblerait qu'il n'y ait pas de lien entre les retraitements et le nombre d'injections réalisées lors du traitement Résume, et qu'il n'y ait pas non plus de lien entre les caractéristiques préopératoires des patients et ces échecs. Ce qui est également intéressant, c'est que les auteurs ont cherché à comprendre, à savoir pourquoi il y avait eu des échecs, et ils ont analysé les patients qui avaient eu un retraitement chirurgical. Et ce qui ressort des retraitements chirurgicaux, c'est que dans un certain nombre de cas, il y avait des lobes qui avaient été insuffisamment traités, donc des lobes latéraux résiduels persistants, des lobes médians persistants, et dans un certain nombre de cas également, il y a eu des scléroses de col qui étaient apparues après traitement et qui étaient responsables finalement de la récidive et de l'échec du traitement médicamenteux. Du traitement par Résume, pardon. Autre étude intéressante, c'est une étude, pareil, rétrospective, qui a comparé 2 groupes de patients traités par Résume. Un groupe de patients dont les critères étaient les critères qui correspondaient à ceux de l'essai randomisé Résume 2, donc des critères extrêmement sélectifs. Et puis un groupe de patients chez qui il manquait certains critères pour pouvoir rentrer en théorie dans l'essai randomisé. Donc finalement, les patients que l'on croise au quotidien dans notre pratique courante. Eh bien, deux informations intéressantes. La première, c'est que dans les 2 cas, bien sûr, on a une amélioration significative des paramètres mictionnels après traitement, au cours de la première année. Deuxième information qui semble également intéressante, c'est qu'il n'y a pas de différence significative entre les 2 groupes, ce qui laisse à penser qu'il n'y a pas trop de décalage entre les études dites randomisées avec des patients très sélectionnés, très surveillés, et la pratique courante au quotidien que nous avons. Alors, sur le plan de la fonction sexuelle, on se reporte toujours au même essai randomisé, avec l'analyse, cette fois-ci, d'un sous-groupe de patients sexuellement actifs, bien sûr versus placebo avec crossover, et chez qui a été évaluée la fonction érectile à l'aide des questionnaires ad hoc que sont le questionnaire IEF pour les érections et le questionnaire MSHQ pour l'éjaculation. Et bien, après traitement, il semble ne pas y avoir de modification ou de répercussion en tout cas négative du traitement sur la fonction sexuelle en post-opératoire et au fil du suivi. Première information intéressante. Cela étant, il faut quand même remarquer que certaines publications ont rapporté un certain taux d'anéjaculation de novo qui varie entre, on va dire, 3 et 5%.
c'est inférieur bien sûr à certains alpha-bloquants, mais ces anéjaculations sont potentiellement irréversibles. C'est pourquoi, et en plus c'est une technique qui s'adresse à des patients qui souhaitent conserver leur fonction érectile. C'est pour ça que c'est très important de le savoir et d'informer qu'il n'y a pas de risque zéro par rapport à l'éjaculation, même pour cette technique. Alors, c'est une technique endoscopique, mini-invasif, a priori peu morbide. Je vous ai cité deux exemples de publications, celle de l'essai randomisé et celle d'une étude rétrospective monocentrique sur une cohorte assez importante de patients. Les principaux effets secondaires rapportés, ce sont en post-opératoire au cours des 3 premiers mois, ce sont des troubles mictionnels à type de dysurie, de polachy-urgenturie, des hématuries ont été également rapportées, quelques hémospermies, les fameuses rétentions urinaires possibles après des sondages, quelques infections urinaires, quelques douleurs. La plupart de ces effets secondaires ont disparu au cours des 3 mois et il n'est pas rapporté dans ces 2 études, en tout cas d'effets indésirables graves. Le résume, la cible privilégiée du dispositif résume, ce sont des patients plutôt jeunes, plutôt en bon état général, qui veulent arrêter leur traitement médicamenteux et qui souhaitent conserver leur fonction sexuelle. Eh bien, il y a des études récentes, rétrospectives, qui ont évalué l'intérêt du résume pour des patients à l'opposé, qui sont des patients âgés, fragiles, en sont à demeure sur des prostates adénomateuses, avec impossibilité de desondage, en contre-indication d'anesthésie pour des interventions type résection ou énucléation endoscopique classique, chez qui ont été réalisés un traitement par résume et chez qui on a observé une reprise d'émission dans 70 à 100% des cas, dans un délai moyen compris entre 2 semaines et 1 mois. Ce qui donc laisse à penser qu'il y a peut-être là une place pour ce traitement chez un certain nombre de patients que nous avons tous dans notre pratique quotidienne, de gens fragiles, en sonde à 2 mers, chez qui on change régulièrement la sonde, faute d'autres solutions. Pour mémoire, 2 études rétrospectives récentes qui ont évalué, qui ont évalué les résultats sur des prostates de plus de 80 cc en comparant un groupe de patients avec des prostates de moins de 80 cc à un groupe de patients avec des prostates de plus de 80 cc. Et ils ressortent ces études des résultats fonctionnels à peu près équivalents, avec peut-être un petit peu plus de complications dans le groupe prostate de plus de 80 cc, un peu plus d'infections et une durée de sondage plus longue. Il s'agit d'études rétrospectives de faible niveau de preuve. Pour l'instant, on ne peut pas conclure. Le message qu'il faut garder, le résume, il faut le réserver à des patients dont le volume prostatique est inférieur à 80 cc, entre 30 et 80 cc. Alors, quelle est la place du traitement par rapport aux médicaments? En attendant les résultats de l'essai vapeur, il faut se baser sur la seule étude publiée comparative qui a comparé les données de patients de l'essai résume aux données de patients de l'étude MTOPS en prenant comme critère d'inclusion un volume prostatique bien sûr compris entre 30 et 80 cc et un score IPSS supérieur à 13 et en évaluant les résultats à 3 ans. Et on observe dans cette étude moins de progression et il semble-t-il une meilleure efficacité du résume par rapport aux monothérapies. Par rapport à la bithérapie, la différence est significativement en faveur du résume la première année, puis la différence s'estompe. Pour conclure, je vous ai fait un tableau des points positifs et des points négatifs du résume. En commençant par les points négatifs, c'est la nécessité de mettre en place une sonde urinaire, ce qui peut poser problème chez des patients qui ne sont pas en sonde, quand on propose le traitement. Enfin, bon, voilà. Il y a un petit risque d'échec quand même, une nécessité de retraitement dont il faut prévenir les patients. On n'a pas pour l'heure d'essais randomisés versus les techniques de référence, RTUP, énucléation, versus les traitements mini-invasifs. Et on attend toujours les résultats de l'essai vapeur
qui est une étude comparative versus les traitements, la bithérapie. Et enfin, il y a un coût, il y a un investissement lié à l'achat du générateur et lié à la maintenance du générateur. Alors les plus, c'est un traitement qu'on peut faire sans aucune difficulté en ambulatoire. Alors pour le coup, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. On peut le faire sous sédation, voire sous anesthésie locale pour ceux qui maîtrisent bien l'anesthésie, enfin les blocs nerveux périprostatiques. L'efficacité versus placebo est démontrée par l'essai RESUME 2. C'est une technique qui conserve la fonction érectile et éjaculatoire. Il faut quand même ne pas oublier de dire aux patients qu'il y a quand même un petit risque d'éjaculation de novo. Il semblerait que ça soit efficace chez les patients fragiles en sonde à demeure et ça permettrait de sevrer ces patients de leur sonde. Et enfin, c'est une technique globalement peu morbide. Voilà, je vous remercie.